Maintenant, on va passer à la présentation de Jean-François Patingre, donc un apiculteur amateur et porte-parole du groupe de travail sur le matériel de lutte contre le frelon asiatique, donc de l'association Les Amis des Abeilles du Val d'Oise. Et donc, il va nous présenter une présentation un petit peu plus courte que les autres, puisque ça fait partie de la catégorie solutions du terrain. Donc, Jean-François, je te laisse la parole pour ta présentation sur le développement collaboratif du matériel de protection des ruchers en Val d'Oise. Voilà, donc effectivement, je suis simple apiculteur comme les centaines d'autres dans mon département et nous avons l'habitude dans notre département du Val d'Oise à s'organiser dès qu'il y a des soucis. Donc, je vais vous présenter un petit peu le contexte associatif qui a conduit à ces développements collaboratifs de matériel et vous montrerai après à la fois l'évolution des matériels et puis ce que l'on a proposé en 2021 et que tout le monde pourrait proposer dans tous ces départements. Donc, l'association est ancienne, 40 ans. Actuellement, il y a trois grosses associations sur le Val d'Oise. La nôtre est peut-être la plus grosse. On a 250 adhérents apiculteurs. On a un rucher école. On fait beaucoup de manifestations, beaucoup d'expositions sur tout le département. On a une réunion mensuelle où on se retrouve généralement entre 60 et 80. Et on a surtout une habitude de travailler en commission. Et donc, on a un travail permanent en commission pour les achats groupés, enfin pour plein de choses habituelles pour les associations d'apiculteurs. Mais surtout, on a fait dès le départ de la menace du frelon Vespa velutina, on s'est organisé. Alors, la première chose, donc le frelon chez nous est arrivé en 2014. La première chose qu'on a faite, c'est s'organiser au niveau du département avec toutes les autres associations pour créer un dispositif d'information, de formation, de structuration du territoire, de former de nombreux, on est une trentaine ou 32 référents frelons pour toutes les communautés d'agglo, mais ça, c'est un autre domaine, c'est un autre dossier. Je laisserai à Étienne Calais demain le soin de discuter de tout ça. Par contre, au sein de notre association même, on s'est groupé, on a fait un groupe de travail d'une quinzaine d'apiculteurs, tous un peu bricoleurs, testeurs, comme chacun avait fait un petit peu ses essais dans son coin, pour lutter contre le frelon asiatique dans nos ruchers. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est bien sûr d'acheter les muselières que montrait Quentin tout à l'heure de l'ESAT de Pau. Et tout de suite, on a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, que ça gênait nos abeilles. Donc, on a commencé par l'améliorer. On a fait différentes évolutions de cette muselière. Et on a, nous aussi, un ESAT dans le Val d'Oise qui fait beaucoup de menuiserie. Donc, on lui a confié le soin de nous faire des muselières de ce type-là. Donc, ils en ont fait des centaines. Ils en ont vendu, bien sûr, aux apiculteurs du Val d'Oise, mais dans toute la France. Et c'était les premiers essais d'antifrelons. Donc, à cette époque-là, on s'est intéressé aux harpes. J'y reviendrai tout à l'heure, mais donc, dès le départ, on avait dans l'idée que, bien sûr, il fallait protéger chaque ruche, mais il fallait aussi protéger le rucher. Donc, on va voir tout à l'heure quelle est la... Alors, nous, ce qui nous gênait le plus dans toutes ces muselières à grillage, que ce soit du 6-6 comme on avait, ou du 12-12, du 13-13 ou du 27, c'est qu'il y a un fil horizontal et on s'est dit que quand on a 6 pattes et puis qu'on a un fil horizontal à passer, on ne sait pas si c'est les pattes de devant ou de derrière. On avait beau regarder nos abeilles, c'était l'enfer pour elles à traverser. Donc, on s'est dit, on va faire des petites pistes d'atterrissage, de décollage plutôt. Et on a fait des muselières à grille de ventilation. Donc là, les abeilles avaient déjà beaucoup plus de facilité à sortir et elles sortaient beaucoup plus vite. Donc le frelon n'arrivait pas à les choper à la sortie et à l'entrée. Donc elles allaient toujours, voyez, le long
de la face avant de la ruche, où on laissait juste 6 mm pour qu'elle puisse rentrer par là. Et ça marchait, mais bon, on n'était pas encore très satisfait. Donc à cette époque-là, on s'est dit, ben, on va supprimer le fil horizontal. Alors on a fait des muselières à fils verticaux avec une vingtaine de millimètres, puisqu'on sait que les abeilles, c'est plutôt 18, et que le frelon, c'est plutôt 25 à 30 d'envergure. Donc on a fait différentes choses. On a d'abord fait des muselières à fil comme on aurait fait des harpes, avec des générateurs haute tension, dont je reparlerai tout à l'heure. Mais bon, il y avait des inconvénients parce qu'à certains moments, les abeilles se regroupaient et elles se mettaient à plusieurs et à ce moment-là, elles touchaient les fils et il y avait des dégâts. Alors, on a fait les mêmes sans électrification et ça marchait pas mal, mais la présence du frelon qui les attendait quand même devant les muselières, c'était quand même un peu problématique et donc ça ne supprimait pas tout le stress des colonies. Donc on a continué, donc des gens fait des productions de pièges à double entrée, caisses dont il y a un tiroir de façon à isoler les appâts des différentes hyménoptères et diptères qui pourraient rentrer dans le piège, toujours bien éclairé, surtout pas opaque pour que le frelon puisse y aller. Et ça, c'est un type de piège qui marche très bien. On n'a pas changé les éléments. Donc, ce qu'on essaye de bien faire comprendre aux gens, c'est qu'il faut bien séparer la partie accessible aux insectes de la partie appât, de façon à ce qu'il n'y ait pas diffusion de toutes les maladies, de toutes les ruches ou de tous les insectes à tout le coin. La double entrée à cône métallique 8 mm 5 ou 8 mm, de façon à ce que les lépidoptères et puis les frelons européens ne puissent pas rentrer, et donc des grilles à rennes de chaque côté, de façon à ce que les abeilles puissent ressortir sans trop de dégâts, et bien lumineux. Et donc, on pose ces pièges soit devant les ruches, là vous voyez d'autres essais de muselières à lame, soit juste à côté des ruches, et c'est quelque chose qui est tout à fait complémentaire dans les ruchers pour pouvoir diminuer la pression de Vespa velutina. Les développements récents, donc, ce sont nos fameuses muselières à tubes. Donc, on a commencé, vous voyez à gauche, une ancienne muselière à grille qui a été reconditionnée de façon à pouvoir faire des muselières à tubes. Vous voyez l'adaptation à des varets sur la photo de droite. L'idée de ces muselières, c'est que l'intérieur est tout noir. L'intérieur est considéré par les abeilles comme étant le prolongement de la ruche. Donc, elles s'y sentent sans difficulté, et dès qu'elles sont dedans, elles voient, notamment par les ocelles et donc les ultraviolets, mais aussi la lumière, elles voient à travers les tubes qui sont plutôt clairs et orientés vers le haut le ciel, et elles démarrent à grande vitesse. Donc, le frelon n'arrive pas à les choper au décollage. Et comme elles savent que l'intérieur, c'est noir, que l'intérieur, c'est chez elles rentrent dans le tube du milieu à l'horizontale à très grande vitesse. Donc ça, c'était la théorie au départ, et je vous garantis qu'il leur faut à peu près 1 heure, 1 heure et demie quand on installe les muselières, et le sens unique se fait sans aucune difficulté. Donc ça a été l'une de nos évolutions principales qu'on a testé. Donc maintenant, ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on a ce type de muselière, et qu'on a pu comparer aux efficacités des autres générations, et il n'y a pas photo. On est en train de développer une muselière du type de celle à lame qu'on voyait au départ avec les lames de ventilation, qui sont des muselières avec des lames de volet. On appelle ça vénitienne, vous imaginez pourquoi. Donc là, c'est une avec des lames plutôt foncées. Donc ça, on a des inquiétudes par rapport au soleil, que ce ne soit pas trop chaud. On en a dans d'autres ruchers avec des lames de store plutôt blanches. On a essayé aussi, on a 2-3 ruchers aussi avec des lames de bois du type des lits à latte.
Et puis, pour notre double protection, la meilleure solution qu'on utilise donc maintenant depuis 2 ans sur une dizaine, une vingtaine de ruchers, c'est d'équiper chaque ruche d'une muselière. Donc là, vous voyez, il y en a 2 tubes, il y en a 3 tubes, suivant la force des ruches, et une harpe, donc, dont je vais vous montrer le modèle tout de suite, qui est disposé devant les ruches perpendiculairement, généralement entre la première et la deuxième ruche à chaque extrémité ou à une seule extrémité du rucher. Le but de notre développement collaboratif, ça a été de proposer à nos adhérents des kits faciles à monter à un prix associatif. Quand je dis prix associatif, ça veut dire que la muselière, c'est du 13 €. Je ne sais plus, c'est entre 11 et 15 €. Et les harpes, c'est 85 €. Donc, ce n'est pas les harpes à 250 ou 300 € qu'on trouve dans le commerce. Donc, on s'est dit, on va faire des kits faciles à monter et chacun pourra les monter. Donc, le kit pour les muselières, c'est une découpe complète de tous les panneaux de bois. Vous imaginez la méthode IKEA, hein. Et puis, tout est percé, toute la visserie est fournie. Et pour les muselières, pour les harpes, le kit que vous les voyez emballé à côté, là, c'est les trois tiges filetées, je ne sais plus, ça doit être du diamètre 12, avec des câbles, des gaines électriques pour séparer, pour maintenir constant l'écartement des fils, plus toute la visserie. Et un système d'électrification qu'on a développé, donc maintenant ça marche depuis 5 ans, notre dispositif, à savoir le manche d'une raquette électrique anti-moustique qui a un dispositif électronique particulier, éventuellement je pourrais développer dans des questions, dont on enlève la batterie et que l'on raccorde directement à 2 petits panneaux. Vous savez, c'est les petits panneaux solaires que l'on vend pour recharger pour les randonneurs, pour recharger les téléphones portables. Ça coûte 10 € chacun. Et donc, on en met 2 pour pouvoir avoir l'éclairage du matin jusqu'à l'éclairage du soir. Et donc, ça, on met tout ça sur un bac à gâcher en plastique avec de l'eau et un petit peu de savon. Et ça noie les frelons d'une façon très efficace. Donc, on a lancé ça en mars, à notre réunion mensuelle. Donc, dès la fin avril, on a arrêté les commandes parce que tout le monde en voulait et qu'on n'est quand même que des associations, on n'est pas une entreprise de production. On a eu 42 adhérents qui nous ont commandé des choses, notamment donc 35 kits de harpe. On a fait 185 kits de muselière et on livrait le tout mi-juin, donc dans les conditions d'approvisionnement que vous pouvez vous rappeler par rapport à tout ce qui était blocage dans les magasins de bricolage et autres. Donc voilà l'équipe de réalisation. Il nous manque Nicole, la femme du menuisier. Voilà donc la scie à panneaux de notre apiculteur qui est depuis longtemps à la retraite, mais il a gardé quelques matériels. Donc vous voyez les kits, les tonnes de bouts de bois qui ont été découpés pour nos adhérents, qui ont été percés. Voilà, par exemple, lors de la livraison, un montage rapide pour montrer aux gens comment il fallait faire la finition. Et puis, voilà, par exemple, pour la finition, comment on enroule les fils. Donc, les fils, pour tous les apiculteurs, c'est du fil à cadre, hein. C'est un fil inox à cadre. Et donc, il y a deux nappes il y a 3 nappes de fil puisqu'on le fait en triangle là, mais celle du bas sert effectivement quand le frelon est passé au travers la première nappe, il a été choqué, il tombe, il est choqué une deuxième fois sur la nappe du bas et il tombe ensuite dans l'eau où il se noie. Donc voilà à peu près la campagne de production.
comment ça peut fonctionner ce genre de choses. Donc, moi, je dis que c'est d'abord parce qu'il y a un contexte associatif, qu'on cherche à ce que les gens ne soient pas que des consommateurs, qu'ils aient un petit peu de boulot à la fin pour faire le montage eux-mêmes. Donc, on a fait un grand nombre de tutoriels, un grand nombre de vidéos de montage. On a tous ces documents-là, je vais vous montrer où ils sont, que toute la France entière peut en profiter. Donc, le contexte associatif est une des conditions du succès. Il faut une grande rigueur de gestion du projet pour ne pas oublier ceci ou cela pour tenir les délais. Et surtout, il faut beaucoup de chance et de kilomètres en voiture pour acheter tout ce qu'il faut. Je pense en particulier à la visserie, où notre Bruno s'est fait tous les Castorama et tous les Leroy Merlin de la région parisienne pour arriver à avoir la grosse centaine de tiges filetées dont on avait besoin pour les harpes. Donc, c'est de la ténacité, mais on y arrive. Donc, je crois que c'est un modèle tout à fait reproductible et que toutes les associations qui ont pour objectif d'aider leurs adhérents apiculteurs devraient pouvoir faire. Donc, c'est aux associations de jouer. Nous, on vous fournit tout ce que vous voulez pour pouvoir le faire. Donc, en particulier, sur le site de notre association Abeille 95, comme le Val d'Oise, vous trouverez à l'onglet sanitaire frelons asiatiques, bien sûr, des informations sur le frelon, mais elles viennent de chez Campin Rome, et toutes les informations pour la lutte contre le frelon, les désinsectiseurs chartés, les référents, etc. Mais surtout, tous les plans, tous les protocoles de fabrication, tous les tutoriels, toutes les vidéos de tout le matériel que l'on propose actuellement. Et tout ça, c'est bien sûr libre de droit. Et on a déjà plein de gens, que ce soit en France, en Suisse ou ailleurs, qui utilisent nos données. Donc, c'était le quart d'heure de la partie témoignage des apiculteurs du Val d'Oise. Je vous repasse la main pour les questions. Merci Jean-François pour ce beau témoignage. Je vais donner la parole à Julien, donc, qui va se charger de poser les questions. Oui, merci beaucoup pour déjà tout ce travail d'expérimentation que vous menez et la présentation. Des questions pas mal autour de ce dispositif de muselière à base de tubes, avec des questions sur y a-t-il des constructions anarchiques des abeilles à l'intérieur des tubes? Est-ce que le fait que ce soit des espaces clos engage les abeilles à bâtir dedans? Et du coup, moi, ce que je poserais comme question complémentaire, c'est combien de temps vous les laissez devant les ruches et à quelle période? Donc, les muselières, on les utilise comme les autres muselières. Donc, on les met en place généralement en juillet et puis on les retire à la fin novembre. Là, nous avons encore pas mal de nids qui n'ont pas été détruits et on a encore pas mal de frelons qui fréquentent nos ruchers. Donc, au départ, on s'était dit que la planche du dessous, on allait la faire articuler pour pouvoir nettoyer à l'intérieur parce qu'on s'était dit que ça allait poser des questions, des problèmes. Non, les abeilles considèrent que l'intérieur de cette boîte noire que l'on met, c'est chez elles et elles nettoient tout. Autrement dit, elles sortent tous les cadavres, tout ce qui peut être généré par une ruche, elles le sortent, elles le nettoient comme si c'était l'intérieur de la ruche. Donc, il n'y a pas de construction à l'intérieur de cet espace et elles le considèrent comme vraiment un espace de transit où elles décollent à grande vitesse et où elles atterrissent à grande vitesse. D'accord, merci. Et au niveau du comportement des frelons face à ce dispositif, des questions sur comment se comportent-ils devant les tuyaux? Est-ce qu'ils ne rentrent pas dans les tuyaux? Voilà. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Donc,
Donc, en début de saison, les frelons sont dans la position que montrait Quentin Rome, c'est-à-dire en attente des abeilles qui reviennent, en se disant qu'elles étaient chargées et qu'elles sont moins rapides. Et manque de bol, elles sont assez rapides, et donc elles rentrent et ils n'arrivent pas à les prendre. Et comme le flux de sortie n'est pas le même que le flux d'entrée, ils voient qu'à côté, il y a des abeilles qui sortent. Donc, ils se mettent dans l'autre position à essayer d'attraper les abeilles qui sortent. Et au bout de 2-3 minutes, ils se lassent. Ils vont voir la ruche d'à côté. Manque de bol, entre les deux, il y a une harpe électrique. Donc, les frelons, donc, je ne dis pas que c'est 100%, hein, il y a de la prédation quand même, mais notre but n'était pas de combattre complètement la prédation, c'est vraiment que les abeilles continuent à 100% à travailler et qu'il n'y ait pas de ralentissement dans leur travail habituel. Donc, on n'assiste pas à, je ne sais pas sur quel tube elle pourrait faire ça, mais à un groupement d'abeilles qui viendrait se mettre en position de défense ou des choses comme ça. Donc, en fin de saison, au mois d'octobre, on met quand même sur les planchers habituels, qu'ils soient Nico ou en bois, on met quand même les restrictions frelons pour pas qu'il y ait des frelons qui rentrent, mais on n'en a pas encore vu qui rentraient à l'intérieur des ruches, hein. Donc, les frelons pourraient très bien rentrer dans les tubes, mais ils n'y vont pas, de ce qu'on a vu. Donc, en fin de saison, peut-être qu'ils y vont, mais là, ils se font recevoir. D'accord, merci. Vous avez déjà en partie répondu à une autre question qui était posée, c'était quid de l'efficacité de vos dispositifs? Est-ce que, voilà, vous avez parlé déjà du comportement des frelons, des objectifs aussi, hein, de mettre des muselières qui ne sont pas d'empêcher la prédation à 100%, éventuellement de la réduire, mais surtout de maintenir donc l'activité des colonies. Est-ce que parmi les différents dispositifs que vous testez, vous avez déjà des conseils sur l'orientation vers tel ou tel dispositif par rapport à des questions qui peuvent être aussi de l'ordre du coût, des conditions de mise en œuvre, voilà. Donc, par rapport à l'évolution des matériels que j'ai présentés, c'est clair que pour nous, aujourd'hui, c'est les muselières à tubes qui sont les plus efficaces. On a actuellement des études comparatives avec les muselières dites vénitiennes, là, avec des lames de volet, des lames de store. C'est pas, les lames de store n'empêchent pas le ralentissement des abeilles au moment où elles se reposent. Et donc là, il peut y avoir de la prédation et peut-être amener un petit peu de stress aussi Donc les conseils que nous avons donnés dès l'an dernier à tous nos adhérents et qui ont été donc mis en œuvre avec cette production, c'est qu'il faut que les ruches soient sur un support où les frelons ne puissent pas venir les titiller par en dessous. Donc, vous avez vu dans les photos que je montrais, moi, j'ai beaucoup de ruches qui sont sur une hausse, les vieilles hausses qu'on équipe d'un grillage pour mettre une douzaine ou une quinzaine de centimètres entre l'accès des frelons en dessous le plancher donc les abeilles ne sont pas stressées par le dessous, ça c'est très important. Et puis on met les muselières vers le 15 juillet en Val d'Oise, donc ça peut être plutôt dans les départements plus au sud, et on met les, les harpes en même temps. On voyait tout à l'heure des résultats de Denis qui montrait mais effectivement, nous, donc notre bac en dessous peut basculer. Donc, on bascule les harpes par terre tous les 15 jours, 3 semaines, et puis on remet 10 litres d'eau avec un peu de produit vaisselle au citron, et ça marche très bien. Donc maintenant, tous nos adhérents vont vers des solutions de ce type. Très bien. Alors, en parlant d'adhérents, voilà, vous avez laissé votre dernière diapo avec plan, protocole de fabrication, tutoriel libre de droit. Une question sur l'accessibilité directement à ce que vous proposez pour les non-adhérents
Donc, pour les non-adhérents, on propose, c'est si vous avez une scie à bois et puis un Leroy Merlin pas loin, vous pouvez même à la main, et vous verrez dans les onglets, dans les différentes vidéos, on a notre vice-présidente qui a fait une harpe entièrement à la main, donc sans machine, sans outils particuliers. Donc, tous nos plans sont disponibles et il n'y a aucune difficulté pour les reproduire, soit à l'échelon individuel, soit à l'échelon associatif, qui, à mon avis, est le plus intéressant parce que tout le monde échange à ce moment-là à la fois les tours de main de fabrication, mais ça, il n'y en a pas beaucoup, qui ne soient pas déjà dans les protocoles, soit les tours de main sur à quel endroit tu les poses, à quel moment tu les mets, etc. Et donc ça, je pense que c'est l'essentiel pour obtenir l'efficacité dans nos ruchers. De ne pas rester isolé tout seul dans son coin en se disant que la technologie fera tout. Bien. Alors, je suis pas. Alors, dernière question, et après on va pouvoir peut-être ouvrir un peu une discussion collective en mode table ronde. Bon, je suis passé sur pas mal de questions qui se posaient concernant éventuellement la hausse de la température dans le dispositif quand c'est fermé, sur l'évacuation des eaux de pluie et leur entrée dans le dispositif. Voilà, je pense que vous avez répondu partiellement au cours de votre intervention et des réponses que vous avez données. Je m'arrêterai juste pour la dernière question sur une réflexion qui a été faite et qui me touche particulièrement. C'est quand même, voilà, comment est-ce que vous, avec l'emploi de ces dispositifs, vous vivez le fait de ne plus avoir accès à une vue sur la planche d'envol, qui est quand même, pour les apiculteurs, une source d'information importante et quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Comment est-ce que vous avez fait le transfert du comportement des abeilles et l'habitude qu'on avait d'observer notre planche d'envol pour avoir une idée un peu de l'activité de la ruche à l'observation devant ces dispositifs? Est-ce que ça change beaucoup? Voilà, comment vous avez pu vous adapter? C'est une excellente question. Donc, on ne voit plus la planche de vol, donc on est obligé d'ouvrir. Donc, nous faisons partie pratiquement tous, enfin, s'il y a quelques exceptions dans nos associations, des gens qui pensent qu'il faut des ruches à cadre pour pouvoir suivre la santé des abeilles à l'intérieur, voir le développement des colonies, voir et gérer les problèmes à la fois sanitaires et hygiéniques des ruches. Et donc, effectivement, on peut en traiter une bonne partie par les observations au trou de vol, mais là, on n'a plus le trou de vol. On voit passer des abeilles dans un sens et dans l'autre, on est comme le frelon, hein, on peut pas les arrêter pour savoir. Si, on voit quand même qu'elles ramènent du pollen, hein, ça se voit, ça quand même. Mais c'est vrai qu'on vit sans les observations à la planche de vol, c'est une vraie question, oui, tout à fait. Et donc on ouvre, puis on regarde.